nous allons donc poursuivre et nous allons aborder le deuxième thème, c'est-à-dire celui des mutations de notre marché. Et comprendre les mutations de ce marché, c'est nécessairement essayer de comprendre les réflexes, les nouveaux réflexes et les nouvelles habitudes des clients. Notre profession est construite depuis probablement l'origine sur un canal unique d'acquisition des clients. Les clients, depuis toujours, recherchent les avocats sur leur réputation et par le mécanisme du bouche à oreille. Aujourd'hui encore, le bouche à oreille reste évidemment un des canaux principaux par lesquels les clients viennent aux avocats. Mais au moment où cette crise s'est déclenchée, depuis quelques années, ce canal du bouche à oreille était en train d'être concurrencé par un autre canal, au point qu'aujourd'hui, il n'est que de très peu, ou il n'était que de très peu majoritaire, puisque de plus en plus, nos clients sont maintenant, et c'est un des effets du numérique, nos clients sont maintenant capables de faire le choix de leur avocat en utilisant les outils numériques et en procédant à des recherches directes, ou ça, bien sûr, sur Internet et à travers les réseaux sociaux. Et ce phénomène, qui va bien sûr s'être accéléré avec les 2 mois que nous avons passés, puisque pendant ces 2 mois, nos clients n'ont pratiquement plus que les écrans comme interlocuteurs, eh bien, ce phénomène doit conduire tous les avocats à se demander comment, de quelle manière, ils doivent se présenter à leurs clients sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et pour cela, il faut être capable de confronter les perceptions qui sont les perceptions des avocats aux perceptions des clients. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce qui est probablement le plus grand malentendu qui puisse exister entre les avocats et leurs clients. Les avocats pensent en effet que ce qui est important aux yeux du client, c'est leur compétence. Et c'est donc tout naturellement que lorsque, et l'exemple que vous avez ici sous les yeux est celui d'un CV d'avocat, c'est donc de manière tout à fait naturelle qu'ils ont tendance à mettre en avant, et à mettre en avant de manière exclusive, leur parcours professionnel, leur diplôme, leur domaine d'expertise, les recommandations dont ils peuvent bénéficier de la part d'autres avocats, etc., etc. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la compétence n'a pas d'importance aux yeux de nos clients. Il est tout à fait évident que nos clients cherchent nos compétences. Mais précisément, si vous êtes client d'un avocat, c'est qu'il vous manque les compétences juridiques qui vous permettent de juger la qualité du professionnel. En réalité, au moins au début de la relation, tous les clients font confiance aux avocats et partent de l'a priori que tous les avocats sont compétents. En clair, nous n'avons jamais rencontré de clients, et vous n'avez probablement jamais non plus rencontré de clients qui, s'étant assis dans votre bureau pour la première fois, vous ait expliqué qu'il vous avait choisi parce que vous étiez incompétent. Il vous considère comme compétent, et c'est donc d'autres choses qui vont intéresser le client. Ce qui compte pour le client, les questions qu'il se pose, c'est est-ce que cet avocat va me rappeler quand je l'appellerai au téléphone? Est-ce que je peux me faire une idée sur ce qu'il est à partir des traces qu'il laisse sur les réseaux? Est-ce qu'il a l'habitude de traiter des dossiers comme le mien? Parce que finalement, le seul dossier qui m'intéresse, c'est le mien. Et est-ce que tout simplement, c'est quelqu'un de suffisamment sympathique et d'agréable pour que je puisse discuter avec lui et avoir avec lui une relation qui va durer des mois ou des années. Et quand on rapproche le contenu du CV de l'avocat et ce qu'il y met de ce que le client attend, on s'aperçoit que la seule chose, ou à peu près, qui puisse être utile au client, c'est l'email et le numéro de téléphone de l'avocat. Pour le reste, tout le reste ne tient pas compte
de la véritable perception du client. Alors, justement, l'enjeu, c'est de véritablement, et vous le comprenez, changer de point de vue. Changer de point de vue et ne plus se percevoir comme un super CV. Finalement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le client et c'est ce que tu as expliqué très bien, Thierry. Mais justement, essayer de se dire comment je vais pouvoir créer et répondre pleinement à mes clients et à ce qu'ils attendent de moi. Et pour ça, on a une matrice que j'ai l'habitude de reprendre, que vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires que j'aurais pu faire. C'est la Value Proposition Canva. Et l'idée, c'est de travailler à la fois sur la partie droite, sur les problématiques que rencontre le client, quelles sont ses aspirations, quels sont les bénéfices qu'il va attendre et quels sont les problèmes qu'il doit résoudre. Et moi, en tant qu'avocat, de lui proposer une offre de service matérialisée par le paquet cadeau, puisqu'il s'agit bien de créer une surprise positive, un petit peu comme si finalement vous étiez capable de fournir un cadeau à votre client. Alors, j'en conviens, suivant les circonstances, ça ne sera pas toujours un cadeau et parfois il y a une grande pénibilité du client qui vient vous voir dans vos cabinets. Mais en tout cas, c'est d'être capable de lui proposer une valeur avec des réponses à ses problèmes, des bénéfices qui vont être créés, qui vont être parfois des bénéfices auxquels il ne va même pas s'attendre. Donc, il y a un effet surprise. On parle aussi parfois d'effet waouh. Et pour réaliser tout ça au sein de son cabinet, on va avoir besoin de ressources, c'est-à-dire de ressources humaines, mais bien sûr aussi de ressources techniques. Et donc, il va falloir être capable de présenter une véritable réponse à ce qu'attend votre client. Donc, si on continue sur cette dimension d'alignement d'intérêt, et juste pour prendre quelques exemples, par exemple en matière d'intelligibilité de l'avocat, qui est un point de douleur qui revient souvent. Mon avocat n'est pas intelligible, je ne comprends pas ce qu'il me raconte, donc je suis injusticiable, parce que le droit a des dimensions complexes et son propre jargon, et que ce n'est pas toujours évident, quand on est injusticiable, de comprendre pleinement ce que fait son avocat. Eh bien, l'avocat doit être capable de se rendre intelligible de son client. Et je vais même aller plus loin finalement. En se rendant intelligible du client, il va diminuer ses angoisses et il va également, s'il est compris par un novice en matière de droit, il va être également capable, a fortiori, d'être compris par des experts, par des magistrats, par ses pairs, etc. Plus il y a ce travail d'intelligibilité qui est fait, de compréhensibilité, plus finalement il y a un retour aussi sur investissement sur tous les acteurs avec lesquels travaille l'avocat, en plus bien sûr de diminuer les angoisses de son client. Un autre exemple, par exemple sur la réactivité. Eh bien finalement, quand l'avocat va s'efforcer d'être réactif, il va également permettre et limiter les relances permanentes que pourrait avoir son client vis-à-vis de sa prestation et les questions sur les étapes de la procédure, etc. Donc, on va diminuer finalement ces relances clients qui génèrent au bout d'un moment une insatisfaction, clairement, mais surtout en s'efforçant de répondre quand même dans un délai relativement rapide. Je ne parle pas forcément de le traiter comme d'une consultation qui peut évidemment demander une prise de recul, mais au moins d'être capable d'être réactif. En travaillant sur cette réactivité-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en réalité, vous formulez systématiquement le même type de réponse ou dans 80% le même type de réponse à vos clients. Donc rapidement, vous allez pouvoir vous créer une sorte de FAQ, répondre à cette réactivité, rassurer votre client, diminuer son insatisfaction et vous allez pouvoir aussi alléger vos process et vous concentrer sur vos dossiers ou sur d'autres clients. Enfin, dernier exemple qu'on pourrait prendre, ça va être par exemple celui de la transparence sur vos prix. Si vous êtes capable d'être transparent sur les prix, vous allez rassurer votre client qui va se dire « Ok, si je travaille avec cet avocat, je n'aurai pas de mauvaise surprise. » Mais également, en étant transparent sur vos prix, si on le met en rapport, par exemple, avec la question des délais ou la question de la réactivité, vous allez également être capable d'avoir une prévision de vos flux de trésorerie meilleure et également, vous allez limiter les impayés et les contentieux au niveau des honoraires. Alors, voilà, juste 3 exemples. Il y en a plein d'autres. Vous pourrez décrypter cette slide après si vous le souhaitez. Alors, ces différents exemples qu'a donné Alexis, ils peuvent se vérifier et ils sont vérifiés par un certain nombre d'enquêtes. On est un petit peu en France en retard probablement sur ces enquêtes, mais elles ont eu lieu par exemple en Angleterre. Elles ont été réalisées par le Legal Services Consumer qui interroge régulièrement les consommateurs de droit. Et là encore, nous avons la confirmation que ça n'est pas la compétence qui est mise en avant par les consommateurs, simplement parce que, une fois encore, ils la présument chez les avocats. Non, ce sont des éléments qui sont des éléments beaucoup plus disparates, mais ce sont tous des éléments que le client
même non-avocat, même non-juriste, par hypothèse, est capable de vérifier et de contrôler. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, du fait qu'il est traité non pas comme un dossier, mais comme un être humain, et donc qu'on fait preuve à son égard d'empathie. Le fait que les process, et je ne parle pas des process juridiques, non, la manière de fonctionner du cabinet est efficace, on lui répond au téléphone, on ne le fait pas attendre dans la salle d'attente, on lui envoie des courriers qui sont convenables, etc. Bien sûr, il est également, il contrôle évidemment la manière dont les choses se déroulent et surtout dont elles s'achèvent. Il est extrêmement sensible à l'effort de clarté qui peut être fait par les avocats pour lui faire comprendre le processus judiciaire. Et puis par exemple, et c'est le dernier, eh bien, il est sensible également à la présentation professionnelle de l'avocat. Il est sensible au fait qu'on lui donne le sentiment de maîtriser et d'être professionnel. Alors, comment réaliser ce travail de réalignement entre les perceptions de l'avocat et les perceptions du client? Il y a une quantité d'outils et je voudrais à ce stade me contenter de vous en présenter un seul. C'est le compte-rendu de premier entretien. La fiche que vous avez à l'écran, c'est une fiche qui doit être remplie après le premier entretien, à la fois par le client, mais aussi par l'avocat. Ensuite, l'avocat pourra rapprocher les deux fiches et pourra vérifier si, oui ou non, sa perception des choses a été identique à celle de son client. Et donc, là où l'avocat pensera peut-être avoir mis à l'aise son client, il découvrira que son client s'est senti mal à l'aise pendant tout le rendez-vous. Et là où l'avocat pensait avoir été clair, il découvrira qu'il a dit des tas de choses que le client ne comprenait pas. C'est un outil extrêmement commode et c'est ce type d'outil qui va vous permettre à tout moment d'être capable de réduire cette distance et de déterminer également de mieux vous apercevoir des appréhensions et des perceptions de votre client. Alexis, je te laisse faire la synthèse de cette partie. Alors, justement, conclusion, comment évoluent les habitudes des clients? Eh bien, vous le comprenez, ils vont investir et vous allez devoir investir beaucoup plus Internet pour exister. C'est le principe de la recherche directe que Thierry introduisait dans ce thème. Il va falloir être capable de proposer des véritables solutions à des problèmes de vos clients. Donc ça, c'est le point de départ, c'est repenser les solutions que vous proposez, non pas en tant qu'expert avec un CV, mais véritablement en tant que solution pour votre client. Et puis enfin, et c'est le corollaire, une fois que votre client aura franchi la porte de votre cabinet, vous devez penser du début à la fin à l'expérience qu'il va vivre au sein de votre cabinet. Et c'est ce qui vous permettra de créer de la satisfaction. Et nous avons notre deuxième petite pause. Guillaume, si tu as des questions pour nous, on va essayer d'y répondre. Alors, j'ai effectivement quelques questions à vous poser. Donc, merci pour toutes les questions qui nous arrivent. Alors déjà, une première question concernant, on va dire, l'avenir. Quel support privilégier pour communiquer dans le cadre de la reprise de l'activité? On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de tout un tas d'outils. Comment voyez-vous les choses? Je crois qu'on les voit à peu près de la même façon, Alexis et moi, mais je ne voudrais pas m'avancer par rapport à ce sujet. Alexis, tu es dans ton cœur de métier, je pense. Je crois que tu peux répondre et j'essaierai de compléter. On va en parler également après. Bon, il y a des enjeux, à mon avis. Il y a un minimum, en fait. Ce minimum à faire, ça va être d'exister sur Internet si ce n'est pas encore le cas pour vous. Et on le verra un petit peu plus loin, mais c'est le cas de beaucoup d'avocats. C'est quoi exister sur Internet? Eh bien, c'est à minima avoir un site Internet, une page Google Business à jour et un compte LinkedIn. C'est les minimums, c'est le b.a.-ba. Ensuite, vous allez avoir d'autres verticales, évidemment, sur lesquelles aller. Et on aura l'occasion d'en parler après. Je n'ai pas envie de spoiler la suite de la formation. Absolument. Très bien. Alors, revenons plus précisément, donc ce dont tu parlais, Thierry, le questionnaire client-avocat. Ça a suscité un certain nombre de remarques et de questions. Concrètement, comment ça se passe?
Comment fais-tu remplir ce questionnaire? À quel moment? Quand est-ce que tu prends le temps d'en débriefer avec le client? Alors concrètement, donc, chacun peut imaginer une solution différente. Il y a deux possibilités qui sont à peu près évidentes. C'est le fait que le client, une fois qu'il est sorti du bureau de l'avocat, reste quelques minutes de plus, qu'on lui remet à ce moment-là le questionnaire et il va le rendre à une hôtesse d'accueil ou à un membre de cabinet. Et ensuite, l'avocat fera de toutes les façons son débriefing tout seul, ou alors ce peut être un envoi qui suit quelques heures plus tard le rendez-vous par un courriel. Mais la priorité, c'est probablement, évidemment, que l'on puisse avoir une réponse rapide du client et également qu'il n'y ait pas un temps de latence trop long entre le premier rendez-vous et le moment où on va poser la question au client. Très bien. J'ai deux questions que je vais mettre en relation qui sont différentes mais finalement qui peuvent trouver une certaine résonance. Que pensez-vous de l'apport de secrétaires indépendantes quant à l'organisation de la production et à la libération de temps pour vous consacrer à votre cœur de métier? Et en parallèle, l'industrialisation de la réponse juridique est-elle vraiment un objectif de la profession d'avocat ou faut-il la laisser au legal tech? Vous voyez, donc là, on est vraiment sur l'organisation du cabinet. Quel est le cœur du métier? Qu'est-ce qui est délégué? Qu'est-ce qui est confié à des tiers? Je crois qu'on va essayer, un petit peu comme Alexis l'a dit tout à l'heure, on va essayer de répondre à ces questions dans la suite de notre intervention. Ce sont des thèmes qu'on va aborder. Tout à fait. Voilà, on parle. Alors, j'ai une remarque importante sur les coûts, justement. Pouvez-vous justement en parler un petit peu plus sur le sujet coût? Pourquoi le sujet coût n'est-il pas envisagé dans la présentation de la relation client, cette dimension justement sur les honoraires, sur le coût? Alors, est-ce qu'il s'agit du coût du côté du client ou du coût pour les avocats de la communication sur Internet? Alors, la question n'est pas précisée. Là-dessus, on peut peut-être dire un petit peu, donner une réponse sur chacun des deux points. Ouais. Alex, peut-être, pardon, ça y est, je l'ai dit, sur la question des coûts. Sur la question des coûts, alors pareil, ça sera l'objet du thème suivant. Juste pour vous répondre, il existe une multitude de modèles économiques. Aujourd'hui, je vais me contenter juste de répondre de cette manière-là pour l'instant. Moi, j'ai le sentiment, et c'est un sentiment qui est partagé, les modèles économiques des cabinets d'avocats sont les mêmes depuis des décennies, voire depuis le 19e siècle. Et en fait, aujourd'hui, les modèles économiques et la principale innovation passent par les modèles économiques. Et donc, ça aura nécessairement une recherche sur la manière dont vous allez facturer différemment et ça aura un impact sur les coûts. Mais on va en parler après également. Absolument. On va essayer de répondre beaucoup plus précisément et Alexis a raison de ne pas déflorer le sujet sur ces questions. Ça fait partie des thèmes qu'on va traiter. Guillaume, si tu veux bien me redonner la main. Je te redonne la main. Vas-y, je te laisse remettre les slides et poursuivre.